La pratique culturelle, c'est l'ensemble des pratiques telles que la fréquentation du musée, la fréquentation du concert, la fréquentation du théâtre, la fréquentation du cinéma, etc. Et on donne le nom de pratique culturelle à l'ensemble de ces conduites. Par une simple observation des comportements, on peut parvenir à une connaissance assez approfondie des attitudes inconscientes, à une connaissance donc meilleure peut-être que celle qu'on obtiendrait si l'on recueillait seulement les discours qui risqueraient toujours d'être idéologiques. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà d'aller dans des musées? Non, pas des musées comme pour la peinture ou de la sculpture, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Le taux de fréquentation des musées s'accroît très régulièrement quand on s'élève dans la hiérarchie sociale, ou, ce qui revient à peu près au même, quand on s'élève dans la hiérarchie des niveaux d'instruction. Le visiteur que nous appelons dans notre jargon modal, c'est-à-dire le plus représenté dans les musées, a au moins le baccalauréat. La culture et l'accès aux œuvres culturelles restent un privilège réservé à certaines catégories sociales, celles qui ont reçu, soit par leur milieu familial, soit par l'école, soit par les deux étant le plus souvent liés, les moyens de s'approprier les œuvres culturelles. Il y a deux façons fondamentales d'acquérir la culture indispensable pour consommer la culture. La première, c'est la familiarisation par la fréquentation constante, fréquente des œuvres. Et c'est sur la base de cette familiarité que peut se développer l'acquisition de savoirs plus savants, enfin, l'acquisition de catégories de perception, telles que les notions d'école, d'époque, etc. Et c'est l'école qui fournit ces catégories de perception. À propos des œuvres littéraires, les enfants acquièrent des catégories de pensée, des catégories de jugement, des modes d'analyse qu'ils peuvent transférer dans un domaine qui ne fait pas l'objet lui-même de l'enseignement direct, comme celui de l'art. La compréhension de l'œuvre d'art est toujours un acte intellectuel, un acte de déchiffrement qui suppose donc un chiffre, c'est-à-dire une clé, c'est-à-dire un code. Ce code, ce sont précisément ces catégories générales telles que école, époque, manière, style, genre, etc. Donc, qui permettent au sujet cultivé de classer, de s'y retrouver, de reconnaître, de faire des distinctions. Ceci est vérifié par le discours des rares visiteurs des classes populaires sur leur expérience de l'art. Le thème qui revient le plus souvent est à peu près celui-ci. Nous ne faisons pas les différences, tout est pareil, tout nous semble pareil, et le sentiment d'égarement, enfin, au sens presque littéral du terme qu'ils éprouvent, tient à cela. L'œuvre d'art, dans la mesure où elle est un bien mobilier, a toujours fait l'objet d'un placement qui soit de refuge de spéculation. Mais depuis 1870 et surtout depuis les 20 dernières années, le marché de la peinture est le système qui assure la diffusion, la reconnaissance d'œuvres d'art et le moyen d'exister de l'artiste. L'artiste ne peut pas vivre matériellement, il ne peut pas créer s'il ne vend pas ses tableaux. Il y a à cet égard une phrase de Van Gogh très significative: ne pas vendre quand on n'a point de ressources vous met dans l'impossibilité de faire aucun travail. Auparavant, l'œuvre d'art, le tableau, comme le meuble ancien, pouvait être marchandise.
Mais il n'existait pas un contrat entre le peintre et un marchand de tableaux. Ce contrat date du Durand-Ruel et des impressionnistes. Et à ce moment-là, le tableau devient un peu l'équivalent d'un éditeur. Et le peintre, en schématisant un peu, devient un salarié. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que, pour employer un langage marxiste, l'artiste est devenu un travailleur productif au sens de productif de capital, d'une plus-value qui est celle du marchand. Les marchands existaient auparavant et ils étaient des négociants, en un certain sens des antiquaires, c'est-à-dire vendeurs de tout et faiseurs de rien, comme disait la grande encyclopédie, tandis que le marchand, dont Durand-Ruel est le premier représentant, est un marchand du type entrepreneur au sens de Schumpeter. On peut penser que les techniques capitalistes se sont introduites plus facilement dans le marché à la faveur du contrat. Et elles ont proliféré dans le marché de la peinture de façon telle que maintenant on peut se demander si on n'a pas perdu de vue, à la limite, dans les cas extrêmes, le fait que l'art n'est pas une marchandise ordinaire et n'est pas réductible à un statut de marchandise.